Bonjour Eric Nolot. Bonjour Alors, on va Vincent pas céder Roux. la facilité. Vous allez me dire que ce que vous venez d'entendre, ça vous choque, cette réduction à Hitler Room, cette comparaison du président de l'université de Lille à Eichmann, que c'est indécent, etc. Ça, je peux tout à fait l'entendre. Mais vous pouvez pas dénier, même dans le mauvaise foi, Mélenchon, il a du talent. Vous avez raison, ça me choque, mais ça ne me surprend pas. Parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est tout à fait dans la logique de la stratégie qui est menée par Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est-à-dire l'exagération, la conflictualisation. Je crois qu'ils aiment bien aussi le mot de bordélisation. Maintenant, si vous passez par perte et profit d'être choqué qu'on compare une interdiction administrative d'un meeting au sort de milliers de personnes envoyées dans des camps de la mort, je trouve que vous allez un peu vite. Moi, je trouve qu'on doit se choquer de ce genre de comparaison parce qu'on banalise quelque chose d'horrible qui est quand même la solution finale, la choix. C'était pas une banalisation, je vous disais, c'était une évidence que ça puisse choquer. Oui, mais moi, j'observe et je regrette qu'on passe maintenant un peu vite sur des outrances dont le fond est quand même... Ah, vous voyez, nauséabond, c'est un adjectif qui a été trop usé, qui est trop galvaudé, mais enfin, ce qu'il dit est complètement incroyable et vraiment une insulte à la mémoire des gens qui sont morts dans les camps de concentration nazis. Écoutez, il faut quand même s'arrêter à ça. Enfin, avoir un réflexe pour s'opposer à ça et ne pas le laisser passer en disant « Oh, c'est encore une outrance de Mélenchon, il y en a eu une hier, il y en aura une demain ». Moi, ça me choque. Alors, il y a une autre séquence, je voudrais qu'on l'écoute, ça s'est passé ces dernières heures, ça s'est passé rue Saint-Guillaume, à Paris, devant l'un des temples de l'élite française, qui est l'école Sciences Po, qui est bloqué par une cinquantaine de militants pro-palestiniens, et ils ont reçu un soutien de Jean-Luc Mélenchon. On écoute. En déplacement, dans une bataille pour la paix et le respect des frontières, principe qui vaut sous toutes les latitudes, à Yerevan comme à Gaza. Mais je voulais à tout prix vous adresser le salut le plus reconnaissant et le plus admiratif pour le travail que vous avez engagé en occupant les lieux et puis ce matin en vous rassemblant. Vous êtes à cet instant, pour nous, l'honneur de notre pays. L'image la plus forte que nous puissions donner du fait que les Français n'acceptent pas, ne se résignent pas, ne laissent pas faire sans agir l'odieux, l'abominable massacre, le terrible génocide à Gaza. Vous serez bien sûr soumis à toutes sortes de pressions et de brutalités, mais j'ai la certitude que vous y résisterez et qu'en le faisant, vous encouragerez d'autres consciences, d'autres actions à se mettre en mouvement. Face à l'abomination qui se déroule avec la complicité et dans le silence de tant de puissance, seule l'action populaire montre qu'il existe une humanité réelle qui se sent impliquée l'une par l'autre, ici, là, entre les régions du monde, entre les peuples, et qui fait d'une seule et même souffrance, celle de chaque individu, où qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses convictions. L'humanité universelle parle à travers la lutte que vous menez, et je ne saurais vous dire à quel point nous en sommes fiers, tous qui vous regardons et tous qui d'une façon ou d'une autre participons à ce combat. Merci Jean-Luc. Il fait encore un carton. Vous avez défini, je crois, Sciences Po comme un haut lieu de l'esprit, je vous cite de manière approximative. Un des temples de l'élitisme français. Un des temples de l'élitisme français. Alors, je vais reformuler, c'était peut-être vrai à un moment, ça ne l'est plus aujourd'hui. Sciences Po est le quartier général de toutes les nuisances contemporaines, et plus particulièrement de la dérive extrême-gauchiste des élites. Ensuite, vous me parliez du talent de Jean-Luc Mélenchon, d'orateur, de tribun. Moi, ce que je conteste, mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Je vous pose la question, au service de quoi, ce talent est-il placé ? Maintenant, le seul objectif de la campagne des européennes pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est d'importer entièrement le conflit entre Israël et le Hamas. Bon. Rima Hassan est devenue la véritable tête de liste des européennes. Manon Aubry, la malheureuse... Donc, une militante pro-palestinienne qui est sur la liste de activiste pro-palestinienne, ce qui signifie pour elle qu'elle, je la cite, est partisane de la Palestine, de la rivière à la mer, c'est-à-dire de la disparition d'Israël. C'est cette femme qui s'affiche en permanence aux côtés de Jean-Luc Mélenchon qui est devenue la tête de liste, en fait, réelle. La malheureuse Manon Aubry en est réduite à jouer les utilités et à faire des déclarations d'amour à M. Mélenchon. Donc, en fait, M. Mélenchon et ses amis expliquent quoi aux banlieues islamisées. Ils expliquent qu'ils ne sont pas en France, ils sont à Gaza en réalité, que la France c'est Israël en plus grand, qu'ils sont eux aussi colonisés, eux aussi des citoyens de seconde zone, et que quand ils se révoltent,
serait-ce sous la forme d'émeutes dans des banlieues, en réalité, ils ont une action politique, ils font une sorte d'intifada. Et on en aboutit à ce genre de scène, et vous verrez que la prochaine étape, ça a déjà commencé d'après ce que j'ai entendu, ce seront des batailles de rue, et ensuite, l'étape ultime, ce sera une forme de guerre civile. Voilà au service de quoi M. Mélenchon place son talent. C'est une critique que vous faites. Éric Nolot, vous dites, et vous le répétez d'ailleurs dans le livre, dans ce livre qui fait un carton, d'après ce que nous dit Nicole, donc est un pamphlet contre Jean-Luc Mélenchon, a créé avec extrêmement beaucoup de talent. Merci beaucoup. Un talent qu'on vous envie. Vous dites et vous répétez que vous venez de la gauche, mais justement, ce principe d'étendre un sujet pour pouvoir faire triompher ses idées, c'est quand même une figure assez classique à gauche, quelles que soient les gauches. Faire triompher ses idées au prix d'une guerre civile, c'est en effet fidèle à une certaine gauche, mais pas la mienne. C'est fidèle à la gauche révolutionnaire, à la gauche insurrectionnelle, ou à tous ceux comme Mélenchon et ses amis qui vivent sur ce fantasme révolutionnaire. Eux, ce sont des nostalgiques des grands soirs de 1789, malheureusement plus de 1793 que de 1789, et puis du petit folklore sud-américain des révolutions. Ce n'est pas ma gauche. Ma gauche est une gauche républicaine. M. Mélenchon est sorti du champ républicain. Ma gauche est une gauche laïque. M. Mélenchon s'est vendu à l'islamisme. Ma gauche est une gauche respectueuse de l'état de droit. M. Mélenchon s'assoit. De temps en temps, il respecte quand ça l'arrange, et quand l'état de droit ne l'arrange pas, il appelle à défaire l'état de droit dans la rue. Non, il n'a aucune relation avec ma gauche. C'est les deux gauches irréconciliables. C'est pour ça que... Alors, la question, justement, vous reprenez comme titre de votre livre, La République, c'était lui, et c'est une allusion à cette séquence, à cette scène qu'on avait tous vue du 16 octobre 2018, où il s'emporte contre les représentants du parquet et de la police, en lançant La République, c'est moi. C'est pour ça que vous êtes revenu sur cette séquence ? Je suis revenu, non, ça part d'un peu plus loin. Ça part d'une séquence dont j'étais le témoin aux premières loges, du temps où j'étais chroniqueur à On n'est pas couché. Et Jean-Luc Mélenchon tenait des propos, alors là, vraiment d'un républicain pur et dur, d'un laïc pur et dur, avec des propos extrêmement durs sur l'islam et l'islam politique, sur le voile notamment. Le voile est un vêtement obscène. Il n'y aurait qu'une femme voilée en France, ce serait déjà trop. Voilà. Donc, la République, à un moment... Tout le monde en parle. Ça a été lui. Ça a été lui. Ce n'est plus lui. Au moment... où il s'emporte contre... Enfin, quand il s'emporte, il s'en prend quand même physiquement, lui et ses amis, à des représentants de la police et de la justice. Ça fait longtemps qu'il est sorti du champ républicain. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il est même sorti du champ humaniste quand il hésite à reconnaître le caractère terroriste des attaques du 7 octobre, ou quand ses lieutenantes en l'occurrence, parlent du Hamas comme un mouvement de résistance. Il est sorti de tous les champs. Je trouve qu'il y a une indulgence envers cet homme qui ne cesse de reculer les limites de l'indigne. À quoi vous attribuez cette indulgence ? Eh bien, je l'attribue à quelque chose de très très simple, c'est que les idées de Jean-Luc Mélenchon sont minoritaires dans l'opinion publique, mais elles sont majoritaires dans le milieu médiatico-intellectuel. Le milieu médiatico-intellectuel fait preuve envers M. Mélenchon et ses amis d'une complaisance que je trouve coupable. Pourquoi ce milieu que vous appelez médiatico-intellectuel ferait la part belle à Mélenchon? Et parce qu'ils sont également sur ce même fantasme révolutionnaire. Ils sont complètement infiltrés sous influence de l'islamisme et du wokisme, qui pour l'instant sont deux idéologies alliées, quoique antagonistes. Et regardez à Sciences Po, regardez les sondages qui sont faits auprès des étudiants de Sciences Po, regardez les sondages qui sont faits auprès des journalistes pour savoir quel pourcentage effarant vote pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai à Sciences Po, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour tout le milieu médiatico-intellectuel, y compris les artistes qui défilent pour les droits des migrants et pour on peut le voir dans certaines classes préparatoires également aux grandes écoles. Je ne vous le fais pas dire. Néanmoins, vous dites que c'est minoritaire, mais on l'a dit dans les choux à la présidentielle. J'ai entendu pendant toutes les présidentielles un certain nombre de personnes faire des analyses plus ou moins savantes en disant que Mélenchon, c'était fini. Je ne veux pas me vanter, mais j'avais un doute à chaque fois qu'on me dit, parce que quand on dit que quelqu'un est fini à 6 mois de la présidentielle, c'était arrivé à Jean-Marie Le Pen avant le 21 avril 2002, donc ça a créé un précédent. Et ça n'a pas manqué cette fois-ci également. Il a quand même frôlé de peu le second tour. Oui, oui. Et moi, j'ai partagé vos doutes, et je partage encore les doutes de ceux... qui séduit quand même une large partie de l'opinion.
Non, mais vous savez, c'est tellement... oui, 23%. Non, mais je ne le nie pas. J'étais sur votre ligne et je suis sur cette ligne encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant de croire que M. Mélenchon ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, ce qui est quand même une grande plaisanterie entre vous et moi. Et beaucoup de gens disent non, mais c'est impossible que... Moi, je dis qu'il est très plausible, il est même probable, mais ce n'est pas certain évidemment, que le second tour puisse opposer Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Tout va dépendre de l'offre électorale de premier tour. Est-ce que François Ruffin pourrait menacer le leadership et la suprématie de Mélenchon, selon vous? Une deuxième plaisanterie, je vois que vous êtes d'humeur taquine aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Oui, je comprends. Ou alors c'est Mélenchon qui vous inspire, parce qu'il y a des côtés comiques, mais qui malheureusement sont l'autre face du tragique. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Parce que M. Ruffin s'est émancipé 45 secondes dans sa vie en disant que peut-être la transition de genre n'était pas une priorité de gauche. Son acte d'audace a duré 2 heures, Maman Chikiro est arrivée. Un peu plus de 45 secondes. Alors. Oui, mais ces 45 secondes, c'était le temps de proférer son audace, et 2 heures, c'était le temps de prendre connaissance des déclarations de Mme Chikiro, qui a dit attention, compagne de Jean-Luc Mélenchon et collaboratrice, je crois que d'ailleurs la justice enquête sur ces liens-là, mais enfin passons, qui a dit attention, pan cucu, François, et donc il est arrivé tout de suite en disant non mais je regrette ce que j'ai dit, j'aurais dû travailler plus mes dossiers, je m'y connais pas, au secours. Vous pensez vraiment que cette force de caractère, ironie, qu'il a montré, vous pensez que le moment venu, il affrontera Jean-Luc Mélenchon? J'ajoute qu'il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise. Si pendant que nous parlons, il n'y aura pas de vote interne, si pendant que nous parlons, Jean-Luc Mélenchon a réuni les 3 personnes qui comptent, Mathilde Panot, Bompard, Mme Chikiro, etc., et dit « je suis candidat », c'est terminé. Il n'y a pas de procédure interne. Donc ça se passera comme ça. Il décidera d'être candidat et il sera candidat. Une dernière question sur Mélenchon, avant de revenir sur 2 points d'actualité rapidement, parce que l'heure file et vous tiendrez bien plusieurs heures, mon cher Eric. Je suis en pleine forme. Mais ceci dit, est-ce que vous approuvez les interdictions de conférences? Moi, j'aurais préféré que la conférence se tienne. Pour respecter des grands principes démocratiques. J'observe cependant que cette tactique a été beaucoup utilisée par les insoumis, bordélisée, pour reprendre leurs mots, de manière à créer la possibilité d'un trouble à l'ordre public et de faire interdire des manifestations, ou alors de s'opposer par la violence à que telle ou telle personnalité puisse tenir tribune dans une université haute. Donc c'est l'arroseur arrosé. Cependant, soyons fair-play, essayons d'être kantiens. Eh bien, je serai kantien, je suis pour la démocratie, j'aurais préféré que sa réunion publique puisse se tenir à Lille. Mais de là à se comparer à quelqu'un qui est envoyé dans un camp de la mort, excusez-moi, je reviens là-dessus, je trouve ça profondément choquant. 2 petites dernières questions d'actualité. Toujours ami avec Zemmour? Plus que jamais, c'est un de mes meilleurs amis. Donc. Vous êtes toujours de gauche? Bien sûr. Votre point de vue sur la discussion, puisque c'est quand même l'une des grandes questions et l'un des grands débats sur la fin de vie. Votre regard d'homme de gauche? Moi, je suis favorable à que ça évolue, parce que je ne suis pas du tout dans une veine doloriste. Je ne crois pas que le respect de la vie, ça soit l'acharnement dans la souffrance. Ça, c'est vraiment un des mauvais côtés du catholicisme doloriste, je trouve. Mais la loi Claes-Leonetti ne prévoit pas l'acharnement dans la souffrance. Ça ne va pas assez loin. Je pense qu'on doit... plus loin, c'est la mort. Non, mais il faut aborder ce tabou parce qu'il y a des gens qui réclament qu'on aille plus loin. Je pense. D'ailleurs, plus loin, c'est quoi? C'est en finir avec le tabou de l'interdiction de donner la mort. Je pense d'abord qu'il faut poser la question. Vous, voyez, vous allez tout de suite aux conclusions. Moi, je pense qu'il faut poser la question sans tabou. Voilà. Là, pour l'instant, elle est posée sans tabou. Elle est posée sans tabou. Non, cette question-là. Il y a beaucoup de résistance. Dès qu'on veut faire ça, dès qu'on veut une avancée, on vous dit, alors, le respect de la vie, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je trouve qu'il faut écouter la parole de ceux qui souffrent, écouter la parole des mourants. Mais vous avez entendu, par exemple, ce que disent les psychiatres, c'est que ceux qui souffrent, généralement, ne demandent pas la mort. C'est ceux qui ont peur de souffrir. Mais ouvrons le débat, on verra bien ce qui en sortira. Eh bien, justement, c'est ce qu'on fait ici, sur le Figaro TV et sur Figaro Live. Merci beaucoup, Éric Nolot. La République, c'était lui. Grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. Bien sûr, il y a beaucoup d'ironie, pour reprendre ce que disait Éric Nolot. Hélas, et c'est aux éditions Léo Cher. Et ça, effectivement, cartonne en librairie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Point de vue.